prochaine étape pour l'animateur sera vraiment le fun parce qu'il n'y a pas de présentation, il y a juste des questions à poser et des réponses à espérer. C'est un exercice pour ceux qui étaient avec nous il y a 4 ans et peut-être avant qui est répété, qui est une forme de tradition, une espèce de grand exercice, table ronde des dirigeants, qui nous permet d'anticiper ce qui se retrouve sur vos agendas ou vos écrans radars, mais aussi de rebondir sur ce qui s'est dit dans la journée. Ce que je vous propose, ce que je vous ai proposé informellement pendant la pause, c'est que vous aurez chacun 1 minute et demie pour nous dire peut-être ce qui a percuté aujourd'hui pour vous, tout en présentant vos activités, parce que tout le monde ne vous connaît pas nécessairement. On va commencer avec Marc Bédard, chef de l'exploitation des sites métallurgiques cuivre chez Glencore. Et d'ailleurs, vous me disiez, je n'ai pas vraiment de titre. Chez nous, ça n'existe pas. Longue définition de tâche, mais pas de titre officiel. Comment ça se fait que vous n'avez pas de titre officiel sur votre carte? Effectivement, ça fait partie de la culture de compagnie où est-ce qu'on essaie d'avoir l'organisation la plus horizontale possible, donc pour générer des discussions, générer des Est-ce que les salaires conflits? sont horizontaux? Malheureusement, non. Donc, ça fait partie de la définition de tâche. Donc, pour moi, c'est un plaisir d'être ici aujourd'hui. J'étais à l'extérieur du pays pendant presque 12 ans. Donc, de voir une initiative comme ça, je trouve ça extrêmement bien. Juste pour donner un petit peu plus de détails, le cuivre, c'est un petit peu différent de l'acier, de l'aluminium, où est-ce que les tarifs en ce moment, je vous dirais, favorisent l'industrie métallurgique du cuivre. Donc, c'est quelque chose de positif. Par contre, ça peut être de très courte durée. Un mot qui me revient souvent à l'esprit, c'est l'instabilité des marchés. Donc, ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, ça va bien, que demain, ça va continuer d'aller bien. Puis, je pense que c'est notre principal défi, surtout pour nos usines qu'on a au Québec. On parle de la fonderie Horn à Rouyn-Noranda, la finerie CCR à Montréal. Il faut toujours améliorer notre compétitivité, maximiser le potentiel de nos gens. J'ai bien aimé la présentation de Mme Chantal Franqueur qui parle de maximiser le potentiel de nos organisations. Puis, ça fait partie de nos priorités, absolument. On pourra d'ailleurs revenir, tant avec nos leaders syndicaux qu'avec nos chefs d'entreprise, sur le concept du top, c'est-à-dire ces employés polyvalents. Je peux comprendre en quoi c'est tellement tentant. Je pourrais aussi imaginer facilement en quoi c'est difficile d'appliquer ça. Dans ce cas-ci, ils partent from scratch un peu. Ils bâtissent un modèle d'entreprise et clairement, ils ont trouvé quelque chose de fantastique. On reviendra là-dessus. Louis Bégin, je précise, contrairement à ce qui est dit dans notre programme, que vous n'êtes pas un président par intérim. Vous avez maintenant le plein pouvoir. Oui. Ça fait peur. Merci, ça Béraud. fait peur. Oui, pour la présentation. Ce que vous avez retenu aujourd'hui? Bon, il y a deux variantes qui reviennent toujours avec les travailleurs lorsqu'on leur parle de cette dimension du 4.0. Il y a la première, la formation. Et c'est très intéressant ce qu'on a pu voir aujourd'hui, qui vient un peu nous ébranler lorsqu'on nous dit, exemple, en Europe, c'est un investissement, ça fait partie du développement. Lorsqu'on achète un équipement, le coût de la formation est inclus à l'intérieur parce que c'est un investissement. Alors qu'ici, on est encore à évaluer. Lorsqu'on achète un équipement, après, on rajoute la formation, on essaie de quantifier cette formation-là. Alors que ça doit faire partie de l'investissement. Aussi, au niveau de la formation, on a un peu moins parlé aujourd'hui, mais il y a le volet, oui, de la formation des travailleurs qui sont en place et qui vont suivre les technologies, mais aussi, qu'est-ce qu'on fait au niveau formation pour les travailleurs qui ne peuvent pas suivre cette technologie? Comment que les milieux de travail vont être capables de les intégrer malgré les difficultés d'apprentissage? Et l'autre volet qu'on a un peu moins parlé aussi, mais qui vient beaucoup interpeller les travailleurs, c'est toute la santé-sécurité, avec les balises de santé-sécurité qu'on a depuis des années, qui vient maintenant d'être bousculées un peu avec les technologies du 4.0. Mais je me permets de rebondir sur ce que vous dites et sur ce que notre ami Bosch disait un peu plus tôt. La clé, apparemment, pour qu'il y ait de la formation continue, c'est aussi des employés qui entrent avec une formation adéquate, c'est-à-dire qui sont bien capables de comprendre, j'allais dire, de lire et écrire, mais beaucoup plus encore, d'être absolument confortable dans l'environnement numérique, on l'espère, pour longtemps ensuite apprendre. Bon, oui, effectivement. Et ça, de ce côté-là, mais la problématique, c'est vraiment plus au niveau du milieu de travail présentement. Oui, il faut aller chercher des nouveaux travailleurs, mais les travailleurs qu'on a en place, il faut faire attention de ne pas les perdre aussi. Et que là, on va être obligé justement de retourner soit au marché de
la disponibilité pour trouver ces travailleurs-là. OK. Vous êtes présidente et chef de la direction chez Czinc, Affinerie CCR. Eva, qu'est-ce que vous avez entendu aujourd'hui? D'ailleurs, dans le zinc, est-ce que vous faites partie de ceux qui avaient le sourire parce que les tarifs vous favorisent aussi? Mais on n'est pas directement touché par les tarifs, mais 70 de notre production est envoyée aux États-Unis et nos clients, 75 du zinc est utilisé pour mettre une fine couche de zinc sur l'acier. Donc, quand ça va bien dans les aciéries, normalement, ça va bien dans le zinc. Si ça ne va pas bien dans les aciéries, ça peut mal aller dans le zinc. Donc, c'est certain que les tarifs, ça a un impact sur nos clients qui sont les aciéries, mais on surveille de très près. En ce moment, on n'a pas d'impact. Pour l'instant, pas de graves problèmes. Oui. Que retenez-vous aujourd'hui? Donc, nous, spécifiquement à Czinc, cette année, on a embauché à peu près 15 de notre main-d'œuvre. Donc, on a eu des retraites, des départs. Et donc, qu'est-ce que moi, j'ai saisi aujourd'hui? C'est le potentiel lorsqu'il y a une stratégie qui est mise en marche. Donc, on a eu la stratégie à l'UQuébec. On a eu les Allemands qui ont développé une stratégie pour vraiment développer la main-d'œuvre et travailler avec toutes les différentes parties prenantes. Et pour rejoindre M. Jorge, la stratégie des Allemands, mais ça inclut toutes les parties prenantes, incluant les syndicats, et tout le monde a pu trouver du gagnant-gagnant là-dedans. Et je pense qu'on est probablement dû au Québec. On a une stratégie aluminium, mais on est peut-être dû pour une stratégie de la métallurgie. Métallurgique. Et étant donné qu'on représente 20 du PIB au Québec, puis pratiquement presque 100 000 emplois dans la métallurgie. C'est comme un message, finalement. Ça pourrait être autre chose que juste les alumineries ensemble. Il pourrait y avoir un genre de grappe métallurgique. Exact. Est-ce que vous pensez que vous auriez une meilleure force de frappe si vous aviez une organisation élargie? Mais on représente tous différents sites, on a tous différents défis, mais beaucoup de défis se ressemblent. Et lorsqu'on parle avec les parties prenantes, que ce soit les décideurs, que ce soit l'éducation, que ce soit les différents programmes qui sont en place, c'est certain que si on parle comme une équipe, on peut probablement aller plus loin dans nos efforts. Monsieur Croteau, directeur des métallos à la FTQ. Bonjour. C'est bien ça, Monsieur Bureau. Donc, bonjour. Donc, je voudrais saluer les gens du comité sectoriel de la main-d'œuvre d'avoir organisé cette rencontre-là, puis je les remercie. Je vois Marie-France là-bas qui ne m'a pas encore parlé aujourd'hui. C'est surprenant. Je sais qu'elle est bien occupée. Donc, ça viendra. Je remercie son équipe aussi. Moi, Monsieur Bureau, j'ai été mon métier premier depuis 1978, c'est métallurgiste. J'ai un DEP en métallurgie dans une école à Montréal. Ce DEP en métallurgie-là, cette école-là ne se donne plus depuis plusieurs années, ne pas dire des dizaines d'années. Et je trouvais ça un peu triste. Puis là, je pense que Marie-France me parlait dernièrement qu'il y avait une formation métallurgie, mais qui se faisait dans les lieux de travail. Donc, moi, je pense que c'est un plus. Pour nous, au métallo, bien sûr, les changements technologiques, on les voit depuis plusieurs dizaines d'années. Donc, on a évolué avec le temps. On a dans la plupart de nos conventions collectives des clauses sur les changements technologiques et la formation qui est rattachée à ça. Et concernant le 4.0, j'ai trouvé très intéressant d'entendre ça aujourd'hui, tout ce qui s'est dit. Nous, on a négocié une convention collective là, au printemps dernier, où justement, sur la Côte-Nord, l'employeur avait décidé d'automatiser la plupart des opérations de chemin de fer et des opérations au port. Donc, on a négocié une entente qui vient dire que, bon, les nouveaux postes qui vont être créés, mais ils vont être protégés dans l'accréditation. Donc, parce qu'il faut bien s'entendre que les nouveaux postes qui vont être créés, il peut y avoir des employeurs, c'est pas tous des bons employeurs comme on a ici aujourd'hui, là. Donc, il y en a qui peuvent avoir des petites idées derrière la tête pour faire disparaître nos jobs. Donc, il faut les protéger, il faut les inclure dans nos accréditations. Mais vous acceptez que c'est peut-être des emplois différents aussi? C'est des emplois différents, mais il faut que nos gens soient formés. Si nos gens sont formés, si on est protégés dans les accréditations, nous, on est d'accord avec ça. Nous, on préconise la discussion avec les employeurs. Donc, j'ai Mme Eva ici, ses employés sont avec nous. J'ai M. Perra aussi. J'ai M. ici qui est Rio Tinto, on a des employés avec nous autres. Donc, on travaille toujours en collégialité, puis on travaille ensemble pour essayer de trouver des solutions aux problèmes que l'employeur a. Donc, nous, qu'est-ce qu'on veut? C'est qu'on veut que l'employeur continue d'opérer dans des bonnes conditions, mais en autant que nos travailleurs aient des bonnes conditions de vie, des bonnes conditions de salaire, puis en santé et sécurité aussi.
J'allais dire, loin de moi l'idée de vous enlever de part et d'autre, parti patronal et syndical, le droit et des fois le besoin de faire valoir que vous avez chacun vos moyens de pression, mais est-ce que vous n'êtes pas de toute façon confiné à un mariage? Vous avez intérêt à ce que les relations soient bonnes parce que, dans le fond, le plus grand risque pour vos emplois, ce n'est pas nécessairement les caprices de votre employeur, mais la possibilité qu'il ne se fasse plus ici le travail. Je le dis souvent à la blague, M. Bureau, une relation syndicat-travailleur-employeur, c'est comme un mariage. Il faut se parler. La communication est importante. La journée que vous dites qu'il n'y a plus de communication, mais il y a un divorce. Moi, j'ai toujours dit, ça fait 31 ans que je suis marié, donc je n'ai jamais dit non à ma femme, j'ai toujours négocié. Donc, c'est ça que je fais avec les employeurs. Je vais essayer de retenir ça, monsieur. Pour la suite, Richard, directeur général de l'aluminerie Saguenay-Lac-Saint-Jean. Alors, vous, évidemment, je présume que ce qui se passe en ce moment dans le monde ne vous rend pas très heureux. Ne nous rend pas très heureux. Je dirais pas nous rend pas très heureux, peut-être plus nous préoccupe. D'abord, je situe un petit peu Rio Tinto au Saguenay-Lac-Saint-Jean. On le sait, on a un pôle de production d'aluminium au Saguenay-Lac-Saint-Jean quand même assez important à travers le Québec. On produit environ 1 million de tonnes de métal primaire. Je veux juste spécifier, c'est important parce qu'on a eu des débats ce matin au niveau, exemple, de la Chine. Il y a toute une transformation qui s'est vécue dans l'industrie de l'aluminium dans les 10-15 dernières années, où là, on a vu apparaître des acteurs comme la Chine ou le Moyen-Orient, qui n'étaient pas présents, mais pas du tout, il y a 20 ans, qui ont fait en sorte qu'on a dû réajuster notre tir. On est perçu, on est encore probablement perçu à travers le Québec comme un gros joueur dans l'aluminium, mais ce n'est plus le cas. C'est avec 1 million de tonnes de production, prenez un exemple, les Chinois produisaient 3 millions de tonnes il y a 15-20 ans, ils en produisent 30. On en produit 1. La production totale des Chinois, c'est 30. La production, c'est 30 millions de tonnes sur à peu près presque 55 millions de tonnes de production. Donc, on est un tout petit joueur. Fait qu'il a fallu ajuster le tir. Et ça, c'est la première chose, parce que dans le fond, il faut s'assurer qu'on vend notre métal. Et on est devenu, avec ça, un producteur de valeur ajoutée. Et là, j'écoutais le discours de Mme Lapointe, Marie Lapointe d'Alu-Québec. Vous avez vu le mapping du Québec au niveau de l'aluminium. On produit de la VAP. Nous, dans notre jargon, on appelle ça de la VAP. C'est des produits à valeur ajoutée. On fait une première transformation. Donc, on ne vend pas seulement des blocs d'aluminium, mais on vend une billette, on vend un lingot de refonte, on vend un lingot de laminage qui est destiné, la majeure partie du temps, surtout ce temps-ci, à l'industrie de l'automobile qui est en croissance. Ça complexifie beaucoup. Ça nous force à regarder, parce que l'augmentation de la productivité, quand le travail va plus complexe, c'est plus dans les fonds de tiroir qu'on la retrouve, c'est justement dans des initiatives comme le numérique, l'automatisation. Et moi, ce que je vois apparaître, puis je pense qu'on l'a vécu dans les 10 dernières années, parce que c'était difficile au niveau du marché, c'est la nécessité de travailler ensemble. Si on était capable de passer au travers une crise, je dirais, importante dans l'industrie de l'aluminium durant 10 ans, en partenariat, pas toujours facile, avec nos syndicats et nos communautés, bien, j'imagine qu'on est capable de le faire pour s'adapter à ce niveau de production-là. Donc, moi, c'est le défi qui est lancé. On a déjà des petits gestes concrets qui ont été mis en place, des partenariats avec des institutions scolaires. On a négocié une convention collective récemment avec justement les métallos du côté d'Alma pour planifier un futur investissement. Donc, oui, ça peut se vivre. Fait que, je dirais pessimiste, non. Préoccupé, oui. Mais est-ce que j'entends que plus que la formation, plus que les enjeux de main-d'œuvre, votre survie, pour l'instant, passe par votre capacité à faire une première transformation qui rend vos produits plus chers, à valeur ajoutée et plus compétitifs? Exactement, parce qu'il y a un éléphant qui s'appelle la Chine, et lui, il n'ira pas jouer dans les petits coins. Donc, il est trop gros. Il va nous laisser les marchés. Ça ne sert à rien d'aller se battre sur une arène quand l'éléphant est là puis t'es la souris. Vous avez même renoncé à être dans ce ring-là. Oui, on s'est dit, puis c'est un choix volontaire, on s'est dit on va aller dans les marchés de niche. Donc, on va aller faire des alliages que même nos clients trouvent compliqués à faire pour justement s'assurer qu'on est encore là dans 10, 15 puis 20 ans. Par contre, comme je le disais tantôt, ça complexifie la façon de produire de l'aluminium. Donc, toute la partie, je dirais, évolution, formation, développement va prendre une importance primordiale. François Perron, vous avez entendu ce matin, mais compte tenu de ce que vous avez entendu dans la journée, est-ce qu'il y a des choses qui retiennent votre attention
Bien, définitivement, ça a confirmé mes pensées qu'on n'avait pas le choix de prendre le virage. C'est vraiment un virage, une évolution dans le 4.0. Ça a été clair, il y a plusieurs présentations qui ont été faites dans ce sens-là. Dans la même optique, le dialogue, il n'y en a jamais assez. Quand on pense qu'on a assez communiqué, là, ben, on devrait le refaire 2 puis 3 fois parce que le message, il y a un émetteur, il y a un récepteur, mais il y a toujours une partie qui peut se perdre dans la traduction ou dans les échanges. Fait que moi, une des choses que j'ai retenues, ça vaut la peine de revenir sur le plan, expliquer aux gens où est-ce qu'on s'en va. Parce qu'on peut prendre pour acquis que les gens savent dans quelle direction on s'en va, mais s'il y a des doutes, là s'installe la peur, là s'installe la crainte du changement, puis ça, là-dessus, il faut prendre avantage de ça. Puis autre chose, j'ai vu des très bonnes idées aujourd'hui, puis il faut prendre la place qui nous revient. L'industrie métallurgique fait des super choses au Québec, puis on a tendance souvent à se taper dessus, puis à se dire, bon, c'est pas correct, mais il faut promouvoir nos bons coups, puis les échanger entre nous autres. Fait que la collaboration, ce que je parlais en début de journée, vraiment, il faut continuer à l'accélérer. Puis une occasion comme aujourd'hui, c'est vraiment une belle occasion d'échanger des bonnes pratiques puis de rencontrer des nouveaux joueurs qu'on n'a pas toujours le temps de faire. Merci. Monsieur Savard, finalement, Fonderie Saguenay. Oui, c'est ça. Donc, moi, ce que je retiens beaucoup aujourd'hui, c'est on voit beaucoup de programmes qui ont été faits sans consultation véritable là, avec tous les acteurs et toutes les parties prenantes. Et moi, ça m'a marqué parce que je trouve qu'on a beaucoup de travail à faire là-dessus. Il y a beaucoup de vœux pieux, il y a beaucoup de choses qui se disent, mais il faut passer aux actions. Puis je pense qu'il faut vraiment travailler beaucoup plus en collaboration. Je pense que ça s'est dit quelques fois. Il faut valoriser nos emplois. Je représente aussi les fonderies, l'Association de fonderies canadiennes. Donc, je suis un des directeurs et ce que je remarque dans toutes nos entreprises, c'est qu'il y a beaucoup de travail manuel non répétitif. Donc, c'est difficile de pouvoir automatiser, mais il y a moyen quand même, avec les nouvelles technologies qui s'en viennent tranquillement, de faire en sorte que les employés vont apprécier plus de travailler dans l'usine. C'est pas sexy. Les milléniaux, venir travailler dans une fonderie, je peux vous dire que les réactions sont très mitigées. Mais par contre, il y a moyen, je crois, de créer des emplois de qualité. De plus en plus, ça s'en vient technologique. L'impression 3D prend beaucoup de place dans les fonderies. Alors, le changement va se produire, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Et il faut trouver des manières de valoriser ces choses-là, parce qu'on a besoin des gens. C'est pas vrai qu'on va remplacer tous les employés par des robots ou des automates ou quoi que ce soit. Alors, il faut vraiment trouver un moyen d'intéresser ces gens-là à venir dans l'industrie. Je crois que c'est un des défis majeurs là, de notre secteur. Excellent. J'ai plein de questions. Je ne sais pas si ça sera cohérent toujours, mais quand ça ne l'est pas, vous me le dites. Parce que vous parlez justement de l'attractivité de votre industrie. J'étais avec des gens il n'y a pas très longtemps qui me parlaient d'une usine de transformation de crevettes. Alors peut-être qu'il y a un de nos leaders syndicaux qui saura de quoi je parle. Pas très loin, je pense, de Matane. Incapacité à recruter de la main-d'œuvre. Ils ont substantiellement automatisé la pratique. Il y avait le risque de perdre des emplois. Ils en ont perdu quelques-uns, mais ils sont soudainement devenus extrêmement attractifs parce que des jeunes gens avaient envie de travailler avec les nouveaux jouets, avec ces nouveaux outils, et ça donnait l'impression d'être dans le 21e siècle. Alors, je comprends que c'est très anecdotique, c'est une petite affaire, mais un employeur qui n'arrivait pas à trouver de main-d'œuvre, soudainement a trouvé de la main-d'œuvre parce qu'il a changé littéralement sa façon de faire avec une plus grande automatisation. Plutôt que de faire peur, ça a attiré du monde. Est-ce que ça se peut aussi, ça? Que ça soit une proposition intéressante, que le robot ne fasse pas peur. Je dis le robot, ça peut être autre chose, là. Oui, si vous me permettez. Définitivement, c'est un des piliers sur lesquels on s'appuie justement pour s'en aller dans ce côté-là. Mais aussi, il faut mettre les choses en perspective. Par exemple, on essaie de recruter des programmeurs, des informaticiens, justement, pour nous aider là-dedans. On est près de Montréal, c'est un hub où il y a beaucoup de gens qui rentrent. On connaît Ubisoft, on connaît les entreprises. Puis on sera pas, je peux parler pour nous, on ne sera jamais une entreprise qui va avoir des baby-foot, puis des sacs de beanbag partout, puis tu sais, on produit quelque chose de vrai. Fait qu'on essaie de... On produit quelque chose de vrai. Ça, c'était intéressant. Oui, oui. Hey, dites-leur pas ça parce qu'ils ne viendront pas travailler. C'est ça, mais je ne veux pas dénigrer d'autres choses. Puis là, je me dis, mais une fois que tu as produit 2 vidéos avec des oreilles de chat, puis là, tu sais, je veux dire, à un moment donné... Mais il en vend, il en vend. Ben, il y a du vrai cash. Mais quand je reviens là-dessus... Les gens peuvent venir avoir un but, un purpose, de venir produire quelque chose qui est dans la vie de tous les jours. On est le plus gros producteur de lames de ressort. On est en train de produire la prochaine génération de lames de ressort qui va être dans les autos qui vont sortir dans 5 ans. Les gens, si on les attache à quelque chose de concret, on fait des tiges à souder, le fil de tige à souder qui va servir d'un robot, qui va servir dans l'automatisation. C'est nous autres qui sommes en train de développer ça. Si les gens on est capable de vendre ça,
Puis les gens, quand ils retournent chez eux, ils ont le sentiment d'un devoir accompli, d'avoir fait progresser, d'avoir fait transformer quelque chose. C'est un peu cette approche-là qu'on essaye de prendre. L'automatisation 4.0 va nous aider encore. Les outils, les gens parlent souvent, je suis tanné de faire de la paperasse, je passe mon temps dans les bureaux. Mais les outils aussi qui viennent en place vont aider justement à donner plus de temps. Réduire. Exact. Plus de temps pour passer du temps pour que, tout à l'heure, on a entendu parler des tops, les gens qui coachent, les gens qui sont présents sur le plancher, mais on va enlever tous ces irritants-là. 4.0, c'est aussi ça. Richard et Eva, je pense que oui. Il faut faire une distinction. Aujourd'hui, il s'est dit des très belles choses, mais il y a une chose que j'ai retenue, c'est on parle beaucoup de 4.0, beaucoup en mode, bon, on va automatiser, on va rentrer du big data ou des choses comme ça, mais dans le fond, je me souviens plus, je pense que c'est Mme Chabot qui a dit ça, la première des choses, c'est de savoir de quoi on a besoin. Et surtout pas partir en peur avec on va automatiser tout ce qui bouge, puis on va faire en sorte que ça soit high-tech demain matin. De toute façon, je pense qu'on n'y arrivera pas comme ça. La première des choses, c'est de voir les besoins des employés actuels. Je pense que c'est le monsieur tantôt qui mentionnait, il faut s'occuper de nos employés actuels. On a des milliers d'employés dans nos installations. Il faut faire en sorte que ces employés opèrent avec des moyens qui sont plus modernes. Je vais vous dire, aujourd'hui, on a encore des enjeux pour ramasser une billette de façon sécuritaire qui est par terre. Donc, il faut adresser ça. Donc, l'automatisation, là, on oui. est loin du 4.0. Je dirais à quelque part, on est prêt parce que, dans le fond, c'est de prendre l'automatisation, mais au service de l'individu. Puis l'autre chose qui a été dit par Mme Chabot, c'est on va automatiser la gestion de notre procédé. Les données, ils ne sont pas là pour faire à la place, mais ils sont là pour nous faire prendre des décisions. Et là, je pense qu'il y a de la place pour les employés. Souvent, les employés nous disent, en rentrant à l'usine, on dirait que vous prenez notre cerveau puis vous voulez qu'on le mette carrément dans notre boîte à lunch. Mais ça, c'est l'inverse de ce que nous a décrit tout à l'heure notre ami Chantal. Oui, c'est ça, Chantal Franqueur. Bien, dans le fond, c'est ça. C'est comme ça qu'il faut vendre le futur. C'est-à-dire les jobs manuels. Mais c'est-tu vendre, je me permets de vous interrompre, mais est-ce que c'est de vendre le futur pour attirer quelqu'un ou c'est de changer sa culture pour que ça soit vrai? Bien, c'est les deux. Oui. C'est les deux parce que, dans le fond, si je parle à un employé actuel, certainement qu'il va y mettre des doutes. Donc, il faut poser des gestes concrets. M. Bédard disait tantôt, il va falloir se mettre en action puis penser gros, mais commencer petit. Mais aussi, pour les futurs, je dirais faire valoir un travail qui va être plus intéressant. Écoutez, ce qui attire les jeunes dans nos installations actuellement, on a des ponts roulants au-dessus de nos cuves avec des joysticks. Et quand on leur dit qu'il y a des joysticks, bien, écoutez, c'est probablement l'argument le plus marteau qu'on a pour avoir des jeunes dans nos installations. Oui, il faut bien avoir un argument marteau quand on vend des joysticks. Eva? Oui, je voulais juste répondre à la question, est-ce qu'en automatisant, on fait peur aux gens? Ou... Chez nous, on a un secteur en particulier où on a beaucoup d'automatisation, il y a des robots, et ça a éliminé des emplois à risque, des emplois mettant en fusion, des emplois mal de dos, etc. Et je dirais qu'il n'y a pas de frustration de travailler avec les robots. C'est bien, il n'y a personne qui est contre ça. La frustration vient du fait qu'on n'a pas assez de gens formés à comprendre comment ils fonctionnent, comment les entretenir, comment déboguer les problématiques. Et la frustration vient plus de là, qui est plus un élément de formation et d'apprentissage et de comment est-ce qu'on entretienne ces robots-là que le robot lui-même. Donc, je pense que dans la plupart de nos entreprises, on a du 4.0 déjà installé dans nos entreprises. Est-ce qu'on va chercher le potentiel maximal de qu'est-ce qu'on a? Parce que ça vous prend une main-d'œuvre capable d'entretenir ce robot, capable de travailler, faire en sorte qu'il n'y ait pas d'arrêt du travail des robots. C'est donc dire que ce n'est pas la technique qui fait défaut, c'est les employés capables de travailler avec cette technique? Je ne vise pas les employés. Des fois, c'est la formation qui manque, ou le temps de donner la formation, ou le temps de donner l'apprentissage, ou la capacité. Il y a une certaine quantité d'employés qui sont capables, il y en a d'autres que moins capables. Donc, on joue avec les 3 générations dans notre entreprise. Mais j'imagine que dans 5, 10, 15 ou 20 ans, vous aurez tous des main-d'œuvre qui seront plus habilités parce que entraînés depuis le jeune âge à ce monde numérique. La question de la formation, l'a posée sous toutes ses coutures aujourd'hui. Le modèle allemand qui est souvent invoqué nous a été présenté. Il appelle une certaine forme d'organisation.
horizontale entre l'acteur principal qui est l'État, les entreprises, les employés, les syndicats. Est-ce qu'on est prêt à ça chez nous? Parce qu'on a déjà le modèle québécois, je mets des guillemets. Est-ce qu'on est prêt à aller plus loin dans des standards et des contraintes qui viennent avec des standards? Parce qu'en général, les entreprises n'aiment pas ça, les contraintes. Pourtant, en Allemagne, ça marche. Je vous vois sourire, mais genre, pas lever le micro vers vos bouches. Mais, je dirais, on ne peut pas être contre ça. Ce matin, par contre, on se disait, ça prend 7 ans à développer un nouveau programme de formation. Je dirais, il va falloir trouver une façon différente. Puis, il faut faire la distinction entre capacité et qualification. Je dirais une façon différente de former. Moi, je rêve du jour où on va avoir... écoutez, on a bâti des usines avec des simulateurs. Ça coûtait une fortune de bâtir un simulateur. Aujourd'hui, ça coûte à peu près rien. Il va falloir utiliser les nouvelles technologies, je ne sais pas moi, des lunettes virtuelles pour former des employés ou même, à la limite, accompagner des employés. Il va falloir être plus moderne dans nos façons de former pour être plus efficace. Ça, c'est certain. Mais il n'y a pas de résistance à le faire en partenariat ou de façon horizontale avec les instances gouvernementales ou les syndicats. Pas du tout. C'est seulement d'être capable de faire des choses qui sont efficaces, dont le rendement ou le retour sur investissement est là. Puis ça, il n'y a pas une entreprise qui va être contre ça. On fait face à cette problématique-là. Ce n'est pas un choix. Louis, je vous ai vu faire un signe de bénédiction un peu par en dessous. Ben là, ça voulait dire quoi, ça? Oui, il y a une constance qui vient d'être mentionnée. Elle fait partie du défi des entreprises. C'est tout le retour sur l'investissement. Comment on le calcule, par exemple? Comment on calcule le calcul, c'est ça qui va faire en sorte qu'une entreprise va aller vers le plus rapidement ou moins rapidement vers le 4.0. Et au niveau de la formation, c'est aussi qui va dicter peut-être la vitesse de la formation. Mais on cherchait des outils ce matin, puis on en a un ici au Québec, qui n'existe pas en Ontario. C'est entre autres les CSMO. Justement, c'est une des rares tables où on est assis, les principaux acteurs, pour faire en sorte de regarder quelle formation qui pourrait aider les travailleurs et les entreprises à pouvoir faire face à ce défi-là. Et l'autre côté que ça a d'intéressant, ce véhicule-là, c'est qu'il est démocratique dans le sens que ça permet à des petites entreprises de pouvoir bénéficier de l'expertise des grandes entreprises et d'aller chercher cette qualité de formation-là qui, normalement, ils n'auront pas accès. Et ça en est un outil. Il y en a d'autres, mais par contre, on en a et c'est à nous à les développer et à les rendre vraiment plus efficaces. Par curiosité, puisque vous montrez un exemple de quelque chose qui marche bien, qu'est-ce qui, dans notre écosystème, c'est un mot qu'on a beaucoup employé aujourd'hui, a fonctionné jusqu'à maintenant? Quelles sont les recettes qui ont vraiment marché et à partir desquelles on pourrait construire? Est-ce qu'il y a des exemples de succès où on se dit « Hey, ça nous appartient, cette concertation, cette façon de faire nous a été payante? » Est-ce qu'on en a des modèles? Et... Bien, moi, je suis sur des comités de formation professionnelle depuis plus de 25 ans. J'étais à la SQDM à l'époque. On faisait toutes sortes de programmes pour les soudeurs, les gens qui font de l'installation de produits, ces chantiers de construction, tous ces métiers-là. Et puis, ça fait 25 ans qu'on parle au syndicat des métallos de travailler avec l'employeur pour qu'il y ait de la formation à l'interne au travail. Donc, on a travaillé sur des programmes travail-études où est-ce le jeune étudiant allait à l'école, puis elle a passé du temps aussi en usine pour avoir son diplôme en bout de piste. J'aurais aimé ça avoir cette chance-là en 78, mais ça n'existait pas. Mais il y a aussi de la formation comme... ça peut ressembler au programme d'apprenti en Allemagne. C'est pas exactement aussi intégré, mais c'est un peu cet esprit-là. Bien, on a un programme d'apprentissage qui existe présentement à la Commission des partenaires du marché du travail. Donc, ça existe, ces programmes-là. Moi, je pense que les entreprises qui déjà font de la formation continue vont avoir beaucoup moins de difficultés à traverser le 4.0 que ceux qui, justement, en font presque pas ou pas du tout. Donc, moi, je pense que la formation, là, c'est bien beau en parler, mais il faut agir à un moment donné. Puis il faut en faire. Donc, moi, les employeurs que j'ai vus qui ont réussi, c'était comme ça. Est-ce que vous dites donc que cet exemple pourrait être appliqué à plus grande échelle? Ça peut être appliqué à plus grande échelle, puis surtout là, lorsqu'on décide de changer les habitudes de nos travailleurs, il faut être transparent avec eux autres. Il faut tout leur montrer qu'est-ce qui s'en vient. Mm-hmm. Ça va être quoi les exigences, ça va être quoi les conséquences aussi. C'est quoi, comment on va devoir travailler dorénavant, ça va être quoi les horaires, c'est tout ça qu'il faut parler avec nos gens. Et une fois que nos gens sont bien informés, nous, au Métallo, qu'est-ce qu'on dit? Une personne bien informée, mais prend les bonnes décisions. Puis les gens y embarquent à ce moment-là. La question
débattu ce matin cet enjeu, c'est-à-dire ceux qui investissent dans la main-d'œuvre peuvent être les perdants si d'autres ne le font pas, mais qu'on peut venir chercher leur main-d'œuvre. Est-ce que vous croyez à ça ou on a dépassé cet enjeu? Non, je pense qu'on se doit d'investir dans notre main-d'œuvre. C'est un investissement. Puis peut-être que je suis un peu trop idéaliste, mais quand une entreprise investit dans la main-d'œuvre, vient la loyauté que l'individu dit ben, regarde, tu investis en moi, je vais rester puis je vais continuer à participer dans ton grand projet. Des idées concrètes là-dedans, on a activé un campus de l'acier qu'on a directement sur notre site, justement, parce qu'on voit que la quantité de formation qu'il va y avoir à faire, on avait besoin de le faire tailor-made, fait plus spécifiquement pour nous. Alors, on a créé cet environnement de formation à l'interne, où est-ce qu'on prend les nouveaux arrivants, on leur fait de la formation, mais aussi au point de vue du processus de formation continue, on utilise ces salles-là. Les processus, comme il a été dit, de stagiaires ou autres, on a aussi ce programme-là, parce que les programmes de stagiaires puis d'apprentissage, ça permet de rencontrer les individus, voir s'ils ont un amour ou une passion pour l'industrie. Puis après ça, à la fin, bien, dans le fond, c'est une entrevue de 4 mois, 3 semaines, 6 semaines, dépendamment du programme. Puis après ça, quand les gens reviennent, bien, on a une chance. On sait que c'est les bonnes personnes, on les a vus en l'œuvre, ils ont touché au monde. C'est pas pour tout le monde, notre industrie, mais les gens qui aiment ça, ils restent longtemps. Fait qu'on veut leur donner la bonne opportunité d'y toucher. Vous parliez d'accueil d'immigrants éventuellement pour combler des besoins de main-d'œuvre. Est-ce que c'est une partie de la solution? Est-ce qu'en ce moment, pour vous, il y a là un enjeu dans l'industrie, c'est-à-dire d'être plus efficace à attirer et garder de la main-d'œuvre compétente qui vient d'ailleurs? Le campus de l'acier, c'est pour nos employés à l'interne. Au point de vue d'attirer des ressources, je pense qu'il va falloir penser en dehors de la boîte traditionnelle. Fait que là, de là à réfléchir ensemble pour voir qu'est-ce qui est bon pour notre industrie, où sont les poches d'opportunités. Les talents aussi. Oui, les talents, les poches d'opportunités. Est-ce que parmi vous, vous qui avez passé, vous disiez 10 ou 12 ans de votre vie dans un avion, est-ce que c'est une solution quand vous allez ailleurs de vous dire, ah ben tiens, peut-être qu'on pourrait convaincre des gens de venir travailler chez nous parce qu'il y a de la main-d'œuvre compétente puis qu'elle est peut-être sous-employée là où elle est? Je dirais qu'il y a beaucoup de talent à travers le monde. Lorsqu'on regarde les différentes usines qu'on a, que ce soit au Chili, Brésil, l'Afrique, on se rend compte qu'il y a beaucoup de talent. Donc, encore une fois, je pense que c'est une option qui doit être explorée. Sans aucun doute, on a fait plusieurs échanges à travers nos usines. Donc, des gens qui ont été transférés pour que ce soit 6 mois, 1 an, 2 ans, pour venir travailler dans un autre pays, puis par la suite, rapporter ces bonnes pratiques-là ailleurs. C'est certainement un modèle qui fonctionne très bien. Si vous me permettez, on parle de talent, puis on parle d'être attractive ou attirant. On est sous-représenté dans notre industrie pour les femmes. On le voit juste dans le panel actuel. On a parti cette initiative cette année, probablement trop en retard, mais on la part, c'est Femmes d'acier. Alors encore là, de promouvoir le domaine dans lequel on travaille. Et puis, oui, il y a un petit écho, c'est bon dans la salle. Non, mais j'ai des membres de Femmes d'acier qui sont dans l'audience. Et puis, encore là, c'est de présenter ça. Mais au niveau, même d'aller voir les jeunes femmes qui sont à l'école, puis de leur présenter notre profession, la profession, aller dans la métallurgie, aller dans les sciences. Il y a de l'avenir pour vous autres, c'est des bonnes jobs. Puis, c'est pas le germinal d'autrefois avec tout le monde la suie d'en face. Puis, bon... Ça vous fait rire, mais c'est souvent les gens ont cette image-là. Ils ont une image comme ça. Quand vous promenez dans nos usines, puis on parlait d'automatisation, un des piliers qui nous pousse en avant, c'est d'éloigner nos travailleurs des sources de chaleur, des sources à risque. Quand on se promène dans nos usines, le monde dit « Où est-ce qu'ils sont, votre monde? » Ils sont dans des pupitres d'opération. Ils sont plus là. Non, ça, c'est des robots qui viennent prendre les températures, des robots qui viennent taper à la poche. On est là. On a quelqu'un qui contrôle ça. Oui, exactement. Fait qu'on a des gens qui contrôlent les opérations. On a une nouvelle usine à Longueuil qu'on a partie. La billette, elle rentre dans le four, puis elle sort au bout, puis il y a des opérateurs qui contrôlent le procédé, mais ils ne touchent plus au procédé. C'est là qu'on s'en va. Marc, vous vouliez ajouter quelque chose tout à l'heure? Oui, c'est ça. Face à la pénurie de la main-d'œuvre au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on le vit à cause surtout de la démographie là, qui change rapidement chez nous. Je vous dirais que les PME comme nous, on se sent un petit peu des fois, par contre, comme le Rocket de Laval. C'est-à-dire qu'on forme notre personnel, on le prépare, on lui présente tous les défis de l'industrie. Et les grandes industries, présentement, ont cette même pénurie de main-d'œuvre, donc offrent des conditions très alléchantes, ce qui nous fait recommencer régulièrement.
Alors, une des solutions, effectivement, on a pris, on a des gens de la Tunisie qui s'en viennent travailler chez nous d'ici quelques mois. Vous êtes allé faire de la représentation là-bas pour aller chercher des gens? C'est vous qui avez encadré cette démarche-là? Tout à fait, oui. Il y a des sociétés qui existent pour nous aider à aller chercher ces gens-là. On est allé dans une école de fonderie en Tunisie. Donc, on a interviewé ma directrice des ressources humaines, est allée passer une semaine là-bas, interviewer une trentaine de personnes. Elle en aurait ramené 9. Malheureusement, on avait le droit à 5. Puis, on va les recevoir probablement dans les prochains mois. Le défi, par contre, on le sait, c'est très bien, les Tunisiens s'en viennent en région. Ça va être de trouver une façon de les retenir, de rendre leur emploi intéressant et qu'ils s'intègrent bien dans la communauté pour ne pas les reperdre soit à Montréal ou à Toronto. Alors, on s'est mis les chances de notre base, c'est des gens qui sont francophones. Alors, on espère que ça va bien se passer de ce côté-là. Mais effectivement, il faut sortir de la boîte, il faut trouver d'autres solutions. Mais ça dit quelque chose aussi de ce que vous êtes allé au bout des solutions locales. C'est-à-dire que si vous n'arrivez plus à recruter ici, il faut sortir, comme vous le dites, de la boîte. Oui, c'est plutôt difficile. Je vous dirais, sur 10 CV qu'on reçoit, il y en a, on les appelle en entrevue. Il y en a 4 qui ne se présenteront même pas, ils n'auront pas téléphoné. Il y en a 3 qu'on va choisir. Sur les 3, au bout de 2 semaines, il va en rester un. Puis au bout de 6 mois, il va en rester un des 2 sur 1. Là. Fait que, c'est compliqué, c'est long. Le processus, puis le processus est ardu. Mais alors, on espère qu'en allant chercher de la main-d'œuvre qualifiée comme ça, qu'on va pouvoir peut-être arrêter cette saignée-là, puis pouvoir peut-être bâtir sur du concret là, pour les prochains mois. Et le point de M. Savard est très, très pertinent. Nous, on est la grande entreprise dans la région. Donc, on vit avec des PME qui font partie intégrante de nos opérations. Et c'est vrai qu'on leur fait mal parce que, dans le fond, les gens cherchent des conditions de travail. On offre des bonnes conditions de travail. Et ça, c'est un exemple de partenariat qu'il faut développer. Je dirais, on a quelques balbutiements dans la région de partenariat avec certains entrepreneurs pour justement faire en sorte que ça ne soit pas trop souffrant quand on vole des ressources, entre guillemets, parce que perdre un ingénieur ou un technicien qui t'a formé pendant 2-3 ans, pour une petite entreprise, c'est dramatique. Vous faites ça, vous? Bien, on fait ça. Disons que l'employé choisit ou la personne le choisit. Fait que ça, c'est le genre de partenariat. Et c'est certain, tantôt vous parliez d'attractivité. Ce que je me rends compte aussi qui évolue au cours du temps, c'est il va falloir, même nous, puis là je parle plus au niveau des ressources techniques, faire valoir notre attraction parce que les PME, parce qu'ils sortent en dehors de la boîte et on a à apprendre d'eux, vont justement découvrir de nouvelles façons d'attirer ces gens-là, de les garder. Et c'est en se mariant avec ces PME-là dans les régions, en tout cas, je ne sais pas, Montréal, c'est peut-être pas la même dynamique, c'est en se mariant qu'on va grandir tout le monde, parce qu'on va avoir ces enjeux-là. Il y a des gens qui aiment mieux peut-être avoir plus d'autonomie dans leur travail, un plus grand cercle d'action dans une plus petite entreprise, contrairement à une grande entreprise. Dans certains des chiffres, il y a un lien, si vous me suivez, vous donnez une seconde, dans certains des chiffres qu'on a vus tout à l'heure, on voyait que les pays les plus dynamiques ont des coefficients d'investissement en recherche et développement où l'industrie fait plus que l'État, 2 par exemple, plutôt que 1 pour l'État, pour un total de 3 du PIB ou du PNB. Est-ce que les entreprises québécoises sont prêtes, selon vous, puis vous n'êtes pas les seuls à avoir à supporter ça dans l'industrie de la métallurgie, mais est-ce que vous pensez que les entreprises québécoises sont prêtes à davantage investir en R&D pour faire en sorte que, je dirais, le tissu soit plus propice au développement des nouveaux emplois et que vous soyez aussi, à la clé, plus compétitif? Bien, je vais vous donner un exemple concret de ce qu'on a fait dans la région toujours du Saguenay-Lac-Saint-Jean. On est en partenariat avec, nous, on a un centre de recherche dans la région, donc le CRDA. On est en partenariat avec l'Université du Québec à Chicoutimi et d'autres universités au Québec pour justement développer de la R&D en mode aussi pédagogique, je vais dire comme ça. Applicable. Applicable, avec, c'est sûr, accès à nos installations. Donc, on a des endroits où on peut faire des tests. Donc, c'est vraiment une proximité qu'on a développée. Puis on a investi des millions de dollars dans ce partenariat-là pour être capable justement de faire en sorte que cette base-là soit solide. Ça, c'est en place depuis de nombreuses années. On vient de renouveler. Et ça, je dirais, c'est une des façons de convaincre un jeune ingénieur ou une jeune ingénieure de dire, bien, il y a peut-être quelque chose là d'attirant parce que, il y a quelque chose de nouveau qui se développe au niveau technologique.
Je vous prends juste l'exemple. On a annoncé plus tôt dans l'année un partenariat avec Alcoa, qui est un gros producteur d'aluminium au Québec, et Apple pour développer une nouvelle technologie. C'est vraiment une grosse innovation dans le domaine de l'aluminium. C'est peut-être la plus grosse innovation depuis l'invention du procédé comme tel. Et juste ça, juste que les ingénieurs, des jeunes ingénieurs sachent qu'un jour on peut avoir l'opportunité de travailler à développer cette nouvelle technologie-là, c'est attirant. C'est il faut le structurer. Il faut s'assurer qu'on est connecté avec des universités et qu'on le fait intelligemment. Pour vous, Arcelor, la question de l'investissement en R&D, évidemment, vous ne contrôlez pas tous les leviers parce que les décisions, vous le disiez, quand on passe 3 heures avec le grand patron, c'est qu'on a bien vendu son dossier. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir un ascendant sur les décisions d'investissement en R&D ici ou ça vous échappe un peu? L'entreprise a investi massivement en recherche et développement. On a 7 ou 8 centres de recherche à travers le monde, dont un au Canada qui est en Ontario avec notre usine sœur. Mais c'est ce que je vous dis, c'est qu'ils ont le choix d'investir partout et vous ne contrôlez pas les décisions d'investissement en R&D. Alors là, le message ou la spin, c'est encore le travail de tranchée que je parlais dans l'introduction, c'est qu'il faut faire valoir que le Québec, puis je pense que la région de Montréal a beaucoup d'universités, pas juste en région de Montréal, il y en a un peu partout. Et puis la main-d'œuvre qualifiée scientifique est là. Ça, c'est un. Et puis, qu'est-ce que, justement, nos gouvernements sont prêts à nous encourager pour nous pousser dans cette direction-là? Parce que la réalité, c'est que l'entreprise qui peut investir partout pour aller décider de faire un hub de recherche et développement, souvent, va avoir quelque chose en échange pour y aller, puis dire, bon, on va y aller comme ça, OK, parfait, on va créer une chaire de recherche pour tel domaine. Concrètement, notre usine sœur, la mine, a dernièrement justement lancé un partenariat avec l'Université McGill pour un plan sur 4 ans, justement, pour faire de la recherche sur de nouveaux procédés, des choses comme ça. Alors, il se fait des choses à plus petites échelles, mais nos gros centres de recherche sont déjà stratégiquement positionnés à travers le monde. J'ai envie de revenir sur l'idée que vous avez lancée, Eva, tout à l'heure, de dire, bien, peut-être qu'on devrait commencer à penser plus largement comme industrie. Il y a déjà, donc, les alumineries, les gens de l'aluminium qui travaillent ensemble, ils ont leur groupe, leur grappe. Est-ce qu'il y a lieu de penser que vous seriez collectivement plus puissants et entendus si ce n'était pas que l'aluminium et les autres joueurs séparément? Est-ce qu'il y a une masse critique à développer? Mais je pense que nous sommes plusieurs entreprises ici, en dehors de l'aluminium, et je pense qu'on partage beaucoup des mêmes défis. Et ensemble, on serait capable de déterminer où est-ce qu'on peut, ensemble, déterminer certaines stratégies, que ce soit au niveau de l'éducation, au niveau des métiers, des formations, que ce soit au niveau même de la technologie, s'il y a certaines choses à développer dans nos usines. Donc, l'apprentissage qui se fait dans une usine peut être utile dans l'autre. Et on n'est pas en compétition nécessairement. Pas nécessairement, mais à l'occasion, vous l'êtes aussi quand même. Vous ne l'oubliez pas. Du point de vue des syndicats, est-ce que ça serait une bonne idée que d'étendre la collaboration et de sortir du secteur précis, par exemple de l'aluminium, et de dire, hey, on a de la compétence horizontale. Est-ce qu'on ne devrait pas travailler en équipe là-dessus? Bien, moi, dans notre syndicat, on a c'est sûr, de la métallurgie, mais on a aussi des mines. On a 15 000 agents de sécurité, on a de la manufacture, on a des bowling, on est partout. Donc, vous avez des bowling? Oui, oui, c'est à rue Pineuf et Jean Talon. Vous êtes intégrés, vous, vraiment? On est partout. Horizontal, vertical. Moi, je l'ai toujours dit, tout ce qui bouge, on fait signer une carte. Donc, mais au-delà de ça, sur la logique, et je comprends le pitch, puis je signerai ma carte si vous voulez tout à l'heure, mais... vous êtes déjà syndiqué, je pense. Ben non, parce que je suis juste un contractuel. Okay. Moi, j'ai quitté, je suis plus un employé permanent. Maudit. J'ai déjà été permanent, mais je faisais le TJ, puis j'ai perdu mon plaisir à un moment donné. Donc, revenons à notre affaire, parce que... Finalement, on est assez loin de nos moutons. Est-ce que cette idée de travailler par secteur élargi fait sens aussi à vos yeux? Bien oui, nous, au syndicat des métallos, on a des conseils mondiaux à peu près dans tous les secteurs. On l'a dans le secteur de la métallurgie. On l'a aussi spécifiquement avec des multinationales. On l'a aussi avec des agences de sécurité comme Garda. On a un conseil mondial avec Garda en ce moment où est-ce qu'on va rencontrer des travailleurs dans les autres pays. Eux, ils viennent ici. On partage nos informations justement sur la formation professionnelle et sur la santé et sécurité. Donc, les regroupements, nous, on connaît ça. On est là-dedans depuis des dizaines d'années. Louis?
Vous amenez une bonne dimension parce que depuis 2004, à la CSN, on s'est intéressé à ce phénomène-là. Parce que si on recule en 2004, on commençait à parler de l'internationalisation des entreprises. Il y a eu des fusions et de plus en plus, ces fusions-là ont amené que les décisions se prennent sur des sites, sur un site pour tous les entreprises, toutes les usines de l'entreprise. Et ça fait en sorte oui, il faut le développer, mais par contre, est-ce que la question qu'on se pose souvent, vis-à-vis de nos employeurs, est-ce qu'ils ont les coups des franges, est-ce qu'ils ont la latitude maintenant, en sachant que les décisions se prennent souvent concentrées par un seul groupe, ils vont aller latitude de pouvoir faire ça au niveau local? Parce que de plus en plus, les directives viennent au niveau international et au niveau local. Puis je vous dirais là-dessus, souvent on se retrouve avec nos employeurs pour dire, bon, comment qu'on applique ça? Ça a été fait. Bien, on a 2 interlocuteurs ici qui pourraient répondre à ça. C'était fait, exemple, si c'est un rond, on nous demande, on est carré chez nous, comment on peut fitter ça? Et souvent, on est à la même temps pour essayer de solutionner ça. C'est soluble? Oui, bien, c'est un discours qu'on entend beaucoup parce que les entreprises ont grossi au cours des dernières années. Mais il n'y a rien de meilleur qu'une initiative qui vient de la base. Quand une initiative se fait au niveau d'une usine qui est positive et qu'on la remonte dans une organisation aussi grosse que la nôtre, il y a toujours de l'écoute. Je n'ai jamais vécu personnellement de situation où je me suis fait dire non, ça ne marche pas parce que ce n'est pas en ligne avec les orientations de l'entreprise, parce qu'on est payé pour produire. Donc, s'il y a une initiative qui nous aide à mieux produire et à le faire de façon plus sécuritaire, c'est certain qu'il y a de l'écoute. Fait que je pense qu'il faut penser plus de bas vers en haut. Parce que l'idée de dire que les grandes lignes viennent d'en haut, oui, je suis d'accord que les grandes orientations viennent d'en haut. On est des entreprises qui sont là pour faire de l'argent, rendement aux actionnaires, etc. Mais dans la façon de faire les choses, il y a toujours de l'ouverture à regarder ce qui se fait en bas et à dire « Ah, tiens, c'est intéressant, on va l'appliquer ailleurs ». Mais cette idée d'étendre peut-être un peu à toute l'industrie, non pas un secteur, je me disais, a aussi quelque chose d'attrayant dans la mesure où ça vous permet d'avoir des standards, des best practices qui vont être partagés, d'avoir aussi une voix plus forte quand vous discutez avec le gouvernement, puis inversement pour le gouvernement de se dire, bien, à ce moment-là, j'ai un gros partenaire avec moi, puis d'arriver à un modèle peut-être qui, sans ressembler à ce que font les Allemands, parce qu'on ne veut pas copier, peut peut-être s'inspirer en tout cas de cette cohérence, est-ce que c'est le bon mot, où tous les acteurs ensemble travaillent. François? J'acquiesce avec ton point. On a un grand pouvoir d'influence sur beaucoup de choses qu'on est capable d'apporter justement avec le principe du business case quand on vient le présenter. Puis ça fait du sens, on est capable de l'expliquer puis dire OK, ça marche. Tu sais, au fédéral, l'introduction du supercluster qui a été discutée ce matin, c'est quelque chose qui a été fait localement. C'est indépendant du centre de recherche qu'ils ont. Ils ont parti de l'initiative, ça a pris, ils ont embarqué dedans. Il y a d'autres industries. Alors, quelque chose de similaire comme ça, au point de vue Québec, avec l'industriel au Québec, ça serait quelque chose qu'on pourrait facilement embarquer de notre côté, de dire on embarque là-dedans. Après ça, il reste les proprietary, les choses qui sont spécifiques à notre industrie, le savoir-faire de X, Y, Z. Ça va rester dans les différents centres de recherche, le know-how, mais il y a tellement de choses qui peuvent être partagées. Je verrais que ce serait juste de choisir des sujets qui peuvent être partagés et d'intérêt à tous. Marc Bédard, j'ai vu votre afficheur qui vous a échappé dans le front. À un moment donné, vous avez eu envie de dire quelque chose, vous êtes retenu. Non, mais il y a 5 minutes, je vous ai senti comme une tentation d'intervenir, puis vous ne l'avez pas fait. Je vous ai entendu penser. Voulez-vous partager avec nous ce que, à moins que ce soit le repas de ce soir que vous étiez en train de visualiser? Non, mais, vous pouvez aller dans mes pensées. non, mais c'était vraiment le repas. Non, mais sur cette question... C'est ça. Mais non... Non, sur cette question d'être capable de travailler, je dirais, de façon plus cohérente en industrie, est-ce que c'est pour vous pertinent ou ça ne changera jamais rien à vos pratiques, vous? Non, je pense que c'est très pertinent. Et puis, la perception est qu'il y a beaucoup de pouvoir au corporatif. Mais la plupart des entreprises tendent à se décentraliser. Ils reconnaissent qu'il y a beaucoup de potentiel au niveau des différents sites, puis qu'il y a des avantages aussi à ne pas gérer tous les sites de la même manière. Donc, s'il y a des bonnes opportunités qui se présentent au niveau local, donc ici au Québec, avec les autres partenaires, c'est certain que la compagnie comprend qu'il y a des avantages à prendre cette approche-là, puis que ce soit d'échanger les bonnes pratiques. C'est déjà quelque chose qui est fait au sein de notre compagnie, échanger les bonnes pratiques entre les différents sites, mais le faire au niveau de l'industrie aussi peut apporter beaucoup et une vision totalement différente. Donc, sans aucun doute, c'est quelque chose qui serait accepté. Alors, vous aurez le mot de la fin, Eva d'abord.
Alors, je voulais juste dire que partager à travers l'industrie, l'avantage que ça a, c'est que les grandes entreprises, on a plus les moyens d'investir et d'investir, que ce soit dans formation ou dans technologie. Mais si on est concerté, mais on peut aussi partager avec les PME. Puis les PME forment une grande partie de l'industrie métallurgique et n'ont pas nécessairement les mêmes ressources humaines ou les ressources financières ou matérielles. Et donc, il y a un partage qui peut être fait avec eux. Et si eux sont plus forts, bien, toute l'industrie est plus forte aussi. En clair, ce que dit Marc Savard, c'est qu'un jour, vous pourrez aller voler leurs employés aussi. On va trouver des manières. Plus sérieusement, c'est de la musique à mes oreilles, c'est sûr. Puis je pense qu'effectivement, si on regrouperait, vous avez été privilégiés, vous avez fait un bon move, les alumineries là, au niveau de la grappe d'aluminium avec Alu-Québec. Mais je pense qu'il y a moyen, effectivement, de se concerter encore un plus grand nombre. Et ça va intéresser les gouvernements. Les gouvernements mettent en place des programmes, ils mettent en place toutes sortes de solutions. On a des laboratoires qui sont sous-utilisés, des choses comme ça qui feraient en sorte que peut-être que si on parlait tous d'une même voix, les gouvernements pourraient mieux synchroniser leurs travaux. On a commencé à travailler récemment là, avec les gens au Saguenay-Lac-Saint-Jean. On a une école de fonderie à la ville de l'Abbé, à la commission scolaire, et se sont aperçus que c'était trop spécifique envers les PME comme nous, donc ils ont voulu étendre ça plus opérateurs, modeleurs, fondeurs, etc. Donc, dans 5 ou 6 ans, c'est un cycle de 7 ans, on devrait y obtenir, mais je pense que la volonté est là. Puis je pense qu'il faut en profiter de cette synergie-là pour créer quelque chose qui va faire en sorte qu'on ne se bat plus entre nous autres maintenant. Là. On se bat contre la planète en entier. Donc, il faut vraiment travailler ensemble. C'est unis qu'on va avancer là-dedans. Bien, sur ces mots inspirés et inspirants, je dis merci à vous, messieurs, et à vous, madame. On espère que les choses changeront un jour et qu'effectivement, vos problèmes de main-d'œuvre seront peut-être solutionnés par l'arrivée d'un plus grand nombre de femmes. Alors, c'était bien de vous avoir avec nous. À tous, merci beaucoup.